Exclu du mariage de ma sœur car j'étais socialement inapte, ces mots, pas les miens. J'ai donc réservé des vacances paisibles à la place. Le lendemain matin, la karma a frappé vite et mon téléphone a commencé à bourdonner comme un nid de guêpe. Des douzaines d'appels manqués. Je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans. Si quelqu'un vous a déjà blessé par quelqu'un qui aurait dû vous protéger, restez avec moi. Dites-moi où vous regardez et abonnez-vous si c'est votre première fois ici. En grandissant en tant que petite sœur de Sophie, c'était comme vivre dans l'ombre d'une supernova. Dès son entrée à la maternelle, elle était l'enfant d'or, sociable, pétillante et d'un charme sans effort. Par contraste, je préférais la compagnie tranquille des livres et du matériel d'art. Cette différence n'aurait pas eu d'importance dans de nombreuses familles, mais dans la famille Leroy, la puissance sociale était la monnaie ultime. Nos parents, Bernard et Hélène Leroy, n'ont jamais dit explicitement qu'ils favorisaient Sophie, mais leurs actions en disaient long. Quand Sophie ramenait une nouvelle amie, maman préparait ses célèbres cookies au beurre et papa interrompait tout ce qu'il faisait pour discuter. Quand j'avais occasionnellement le courage d'inviter quelqu'un, il lui offrait un simple bonjour et disparaissait dans leurs coins respectifs de la maison. Le message était clair, les connexions sociales de Sophie valaient la peine d'être investies. Les miennes étaient simplement tolérées. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. Maman avait accepté à contre-cœur d'inviter 5 filles de ma classe. Alors que Sophie, à 16 ans, organisait régulièrement des soirées pyjama pour 12 personnes ou plus. Quand seulement 3 filles sont venues, j'ai entendu ma mère dans la cuisine avec tante Claire. J'aimerais qu'elle essaie plus d'être comme sa sœur, a-t-elle soupiré. Sophie n'a jamais eu de mal à se faire des amis. Je suis resté figé dans le couloir, chapeau d'anniversaire de travers sur la tête, sentant que ma personnalité même était une déception. Au lycée, nos rôles étaient bien établis. Sophie était la reine du bal de promo, présidente du conseil étudiant et la fille que tout le monde voulait à ses fêtes. J'étais l'artiste silencieuse qui déjeunait dans la salle d'art et avait exactement 2 amis proches. Mon anxiété sociale, qui se manifestait par des pauses maladroites et des bégaiements occasionnels lorsque je parlais à des étrangers, était devenue une blague familiale. Chloé a eu un autre moment. Chloé aujourd'hui, annonçait mon père au dîner, avant de décrire comment j'avais bafouillé une conversation avec les nouveaux voisins ou trébuché sur mes mots en commandant au restaurant. Il riait, pas malicieusement, mais avec une dédaigneuse familiarité qui faisait plus mal parce qu'elle était enveloppée dans la familiarité familiale. Sophie me défendait parfois avec un demi-cœur, laissez-la tranquille, mais d'autres fois elle se joignait à eux pour imiter mes habitudes nerveuses avec une précision exagérée. Malgré cette dynamique, j'aimais sincèrement ma sœur. Entre les moments douloureux, il y avait des éclairs de vraie connexion, des conversations tard dans la nuit sur nos rêves, Sophie me défendant avec acharnement d'un camarade de classe particulièrement cruel en 7e année. La façon dont elle m'a serré fort dans ses bras après ma remise de diplôme du lycée, et m'a murmuré, tu y es arrivé avec ce qui semblait être une vraie fierté. Ces moments rendaient la douleur encore plus vive, d'une certaine manière. Ils prouvaient que quelque chose de mieux était possible entre nous. Si seulement le schéma pouvait être brisé. Après le lycée, nos chemins ont divergé davantage. Sophie a fréquenté une université prestigieuse en Sorbonne, étudiant le commerce et élargissant son réseau social déjà impressionnant. Je suis resté plus près de chez moi, fréquentant une université d'État avec un programme de design solide. Pendant que Sophie rejoignait une sororité et passait ses week-ends à des événements de réseautage, je trouvais ma tribu parmi les créatifs excentriques qui valorisaient la profondeur plutôt que la performance sociale. Mes années universitaires ont été réparatrices. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie intrinsèquement déficiente. Ma réflexion tranquille était un atout dans les séances de critique. Mon souci du détail faisait de moi une partenaire de projet recherchée. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et plusieurs offres d'emploi, finissant par m'installer dans un poste à distance au sein d'une agence de marketing numérique qui me permettait de travailler depuis mon appartement à Lyon. Le rôle me convenait parfaitement, combinant un travail créatif stimulant avec le confort de la communication numérique plutôt que des interactions en face à face constantes. Pendant ce temps, Sophie a déménagé à Marseille, gravissant les échelons dans une prestigieuse entreprise de marketing. Notre contact est devenu de plus en plus sporadique, limité aux appels obligatoires des fêtes et aux réunions de famille occasionnelles. Lors de ces réunions, les anciennes dynamiques refaisaient surface. Sophie dominait les conversations avec des récits de voyages d'affaires exotiques et de rencontres avec des célébrités, tandis que nos parents restaient suspendus à ses lèvres.
Mes mises à jour sur les lancements de sites web où les nouveaux clients étaient accueillis par des hochements de tête polis avant que la conversation ne bascule inévitablement vers le monde de Sophie. Lorsque Sophie a rencontré Julien Moreau lors d'un gala de bienfaisance il y a 3 ans, notre lien déjà ténu est devenu encore plus tendu. Julien venait de la vieille garde, dirigeait la société d'investissement de sa famille, et évoluait dans des cercles qui faisaient paraître modeste même le réseau déjà impressionnant de Sophie. Leur course s'est déroulée comme un montage de film, week-end en yacht, escapade en jet privé et apparition lors d'événements couverts par les pages People. Malgré la distance croissante entre nous, j'ai ressenti un bonheur sincère lorsque Sophie a appelé pour annoncer leur fiançailles. Sous notre histoire compliquée, je croyais encore au moment de connexion de mon enfance. J'imaginais que son mariage pourrait être une occasion de renouer, de lui montrer l'adulte capable et prospère que j'étais devenu malgré, ou peut-être à cause de mon style social différent. Je suis si heureuse pour toi, Léa, ai-je dit, en utilisant mon surnom d'enfance pour elle qui était tombée en désuétude depuis des années. Le surnom semblait combler momentanément le fossé entre nous. Merci, Chloé, a-t-elle répondu, avec une chaleur dans la voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Ce sera le jour le plus incroyable. Attends de voir le lieu que Julien a trouvé. Cet appel téléphonique m'a laissé un sentiment d'espoir. Pendant des semaines, j'ai rêvé du mariage, pas avec les fantasmes de demoiselles d'honneur que beaucoup de femmes pourraient avoir, mais avec de simples visions de réconciliation fraternelle. Peut-être que dans le contexte d'une occasion aussi joyeuse, Sophie me verrait enfin clairement. Peut-être que nos parents, témoins de leurs 2 filles en tant qu'adultes accomplis, reconnaîtraient les chemins différents mais également valides que nous avions choisis. J'aurais dû mieux savoir. Le chemin vers la déception est souvent pavé d'un espoir fragile. Le Save the Date est arrivé en septembre. Une élégante carte crème avec une embossage dorée annonçant que Sophie Leroy et Julien Moreau se marieraient en juin suivant au Palais des Congrès de Lyon. J'ai parcouru du doigt les lettres en relief, imaginant le soin apporté à la sélection du parfait imprimeur. Ce rappel tangible du prochain mariage de Sophie m'a rempli d'une détermination renouvelée à combler le fossé entre nous. Je l'ai appelé ce soir-là, me forçant à travers l'anxiété familière qui accompagnait toujours les conversations téléphoniques. Le Save the Date est magnifique, ai-je dit après nos salutations initiales. A-t-il quelque chose que je puisse faire pour le mariage? Je sais que vous êtes occupé avec le travail et la planification. Il y a eu une légère pause avant que Sophie ne réponde. C'est gentil de ta part, Chloé, mais j'ai tout réglé. Julien a engagé le meilleur organisateur de mariage de France. Oh, bien sûr, ai-je dit, en essayant de masquer ma déception. Eh bien, si vous avez besoin de travaux de conception, d'invitation ou de programme ou de site web, c'est un peu mon truc. Le planificateur a une équipe pour tout ça, a-t-elle répondu rapidement. Mais merci d'avoir proposé. J'ai réessayé quelques semaines plus tard, suggérant de nous rencontrer pour un café quand elle viendrait à Lyon pour une visite du lieu. J'aimerais beaucoup te voir et rattraper le temps perdu. Dieu, j'aimerais pouvoir, a dit Sophie avec un soupir qui semblait répéter. L'emploi du temps est juste surchargé du matin au soir. La prochaine fois, absolument. En décembre, j'avais fait 6 tentatives pour être impliqué dans un aspect quelconque des préparatifs du mariage, chacune rencontrant des excuses de plus en plus transparentes. Pourtant, quand l'invitation formelle est arrivée, j'ai ressenti une lueur d'espoir. L'enveloppe était épaisse, contenant plusieurs cartes pour divers événements. Dîner de bienvenue, cérémonie, réception, brunch du dimanche. Je les ai étalés sur le comptoir de ma cuisine, admirant le magnifique design tout en cherchant mon nom. Il a fallu plusieurs minutes de vérification et de revérification confuses avant que je ne réalise que mon nom n'apparaissait nulle part dans le paquet. Il n'y avait pas de carte RSVP pour moi, aucune indication que j'étais invité à l'un des événements du week-end. Pensant qu'il devait y avoir une erreur, j'ai immédiatement appelé Sophie. « Salut, je viens de recevoir le paquet d'invitation », ai-je dit quand elle a répondu. « Je pense qu'il y a eu une erreur. Ma carte RSVP semble manquer. » Le silence qui a suivi a duré juste un peu trop longtemps. « Il n'y a pas d'erreur, Chloé. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ma voix sonnait petite, même à mes propres oreilles. « Je comptais t'appeler cette semaine, » a dit Sophie, son ton passant à quelque chose de pratiqué et ferme. Julien et moi avons parlé de la liste des invités, et nous avons dû faire des choix difficiles. Tu ne m'invites pas à ton mariage. La question est restée suspendue entre nous, si absurde que j'ai failli rire. Ce n'est pas si simple, a-t-elle répondu.
La famille de Julien est très particulière à propos de ces événements. Ses parents organisent la plupart des choses et sa mère a des opinions fortes sur la liste des invités, et son opinion est que ta sœur ne devrait pas être là. Sophie a soupiré. Je t'enverrai un email. Ce n'est pas une conversation que je veux avoir par téléphone. Fidèle à sa parole, l'email est arrivé le lendemain matin. J'étais à mon bureau, café à la main, me préparant à commencer ma journée de travail quand la notification est apparue. La ligne d'objet disait simplement à propos du mariage. Je l'ai ouvert et j'ai senti le sol disparaître sous moi. Chloé, a-t-il commencé sans aucune salutation. Je dois te faire comprendre que cette décision n'est pas prise à la légère. La famille de Julien est très médiatisée, et franchement, tu n'es pas socialement apte pour ce genre d'événement. Ton malaise dans les situations de groupe et ton incapacité à engager le type de petite conversation que ces occasions exigent seraient remarquées et commentées. La mère de Julien a déjà des préoccupations quant au fait que notre famille ne soit pas issue du même milieu social, et je ne peux pas risquer que tu confirmes ses pires impressions. Tu as toujours eu du mal exactement dans les situations que ce week-end de mariage créera. Grand groupe, cadre formel, interaction sociale prolongée avec des étrangers. La dernière chose dont j'ai besoin est de m'inquiéter que tu te caches dans une salle de bain, ou que tu restes seul à avoir l'air mal à l'aise pendant que j'essaie d'impressionner la famille et les associés de Julien. J'espère que tu peux comprendre. C'est mon jour spécial et j'ai besoin que tout soit parfait. Peut-être pourrons-nous fêter ça en privé après la lune de miel. Sophie. J'ai lu l'email 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches de cruauté. Non seulement j'étais exclu, mais l'exclusion était explicitement due à l'anxiété sociale avec laquelle j'avais lutté toute ma vie, une lutte que ma famille avait constamment minimisée ou moquée plutôt que de soutenir. Les larmes sont venues soudainement et violemment, des ruisseaux chauds qui brouillaient ma vision et éclaboussaient mon clavier. Je me suis éloigné de mon bureau et je me suis recroquevillé en boule sur ma chaise de bureau, les bras enroulés autour de mes genoux, tandis que des sanglots silencieux secouaient mon corps. Ce n'était pas seulement l'exclusion qui faisait mal, mais la manière clinique dont Sophie avait disséqué mes perceptions de faiblesse sociale comme si j'étais un problème à gérer plutôt qu'une sœur à aimer. Lorsque le choc initial s'est dissipé, j'ai appelé mes parents, certaine qu'ils seraient aussi consternés que moi. Leur réaction a été un autre coup dont je n'étais pas préparé. « Chérie, nous sommes aussi déçus », a dit ma mère, sa voix douce mais ferme. « Mais tu dois comprendre, c'est le jour spécial de Sophie. Elle et Julien sont sous beaucoup de pression avec la famille de lui. » « Alors tu savais, ai-je demandé, l'incrédulité colorant ma voix. Tu savais qu'elle ne m'invitait pas. Elle nous en a parlé le mois dernier, a dit mon père. Nous avons essayé de la faire changer d'avis, mais en fin de compte, c'est sa décision. Et tu y vas quand même. Je ne suis pas en train de demander si je vais y aller, ai-je dit. Bien sûr que nous allons y aller, Chloé. Je suis aussi votre fille, ai-je murmuré, mais aucun d'eux n'a répondu directement. Au lieu de cela, ma mère a offert ce qu'elle pensait clairement être un compromis. Nous prendrons beaucoup de photos à te montrer, et comme Sophie l'a dit, tu pourras fêter ça ensemble plus tard. Après avoir raccroché, je suis resté immobile à mon bureau pendant ce qui a semblé être des heures. Le rejet résonnait à travers mon corps comme une douleur physique, une tension dans ma poitrine, un vide dans mon estomac, une pulsation derrière mes yeux. Cette nuit-là, je n'ai ni mangé ni dormi. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, revivant chaque moment de maladresse sociale de mon enfance, les voyant maintenant à travers le prisme de l'email de Sophie. Avais-je vraiment été un tel embarras? Ma présence était-elle si accablante qu'elle justifiait mon exclusion de l'un des jours les plus importants de la vie de ma sœur? Le lendemain n'a pas été mieux. J'ai bougé dans mon appartement comme un fantôme, incapable de me concentrer sur le travail ou même sur les soins personnels de base. J'ai annulé mes appels clients en invoquant une migraine et j'ai passé des heures à faire défiler sans réfléchir les réseaux sociaux, me torturant avec des photos de Sophie et Julien lors de diverses célébrations de fiançailles, toujours souriant, toujours parfait, toujours entouré de personnes également parfaites en tenue de designer avec des sourires photogéniques. Au 3e jour, la douleur s'était calcifiée en quelque chose de plus dur. Je me suis assise devant mon ordinateur, le doigt planant sur les sites de voyage. Un plan se formait dans mon esprit qui ressemblait à la première respiration profonde après avoir failli me noyer. Le moment de clarté est arrivé à 2h30 du matin. Mon appartement était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement de mon réfrigérateur et du passage occasionnel d'une voiture dans la rue en contrebas. J'étais resté éveillé pendant des heures,
composant et recomposant mentalement des emails à Sophie, certains implorants, d'autres en colère, tous finalement non envoyés. Dans l'obscurité, une vérité simple s'est cristallisée. Je ne pouvais pas me battre pour être désiré. Toute ma vie, j'avais essayé de gagner l'acceptation de ma famille en devenant quelqu'un dont ils pouvaient être fiers, quelqu'un de plus comme Sophie. Mais aucun succès professionnel ni aucune croissance personnelle n'avait changé la façon dont ils me voyaient fondamentalement. À leurs yeux, je serais toujours la fille maladroite, la sœur socialement handicapée, le membre de la famille à gérer plutôt qu'à célébrer. Et si, juste cette fois, je me choisissais moi-même? J'ai attrapé mon ordinateur portable et ouvert l'écran, illuminant mon visage taché de larmes dans l'obscurité de ma chambre. Au lieu de rédiger un autre email émotionnel, j'ai navigué vers un site de voyage. Si Sophie ne voulait pas de moi à son mariage, je me donnerais le cadeau d'être ailleurs, quelque part de paisible, quelque part de guérisseur. J'ai commencé par une simple recherche. Escapade paisible à la plage. Côte atlantique. Des dizaines d'options sont apparues, mais une a immédiatement attiré mon attention. Un petit cottage à Carnac, en Bretagne, disponible pour les mêmes dates que le week-end de mariage de Sophie. La description montrait une charmante maison en bardeaux bleus avec de grandes fenêtres donnant sur l'océan, à quelques pas de la plage, mais suffisamment à l'écart pour offrir de l'intimité. Les photos de l'intérieur révélaient un salon confortable avec une cheminée, une cuisine avec un coin petit déjeuner donnant sur l'eau, et une chambre avec un lit à baldaquin drapé de drap blanc doux. Sans trop y penser, j'ai réservé le cottage pour 4 nuits, couvrant le jeudi avant le mariage jusqu'au lundi après. L'email de confirmation est arrivé quelques secondes plus tard, apportant avec lui une étrange combinaison de tristesse et de libération. J'avais officiellement pris des dispositions alternatives pour le week-end de mariage de ma sœur. Le sommeil est venu plus facilement après cette décision, et je me suis réveillé le lendemain matin avec un sentiment de but que je n'avais pas ressenti depuis la réception de l'email de Sophie. Si j'allais faire cette retraite en solo, je voulais que ce soit plus qu'une simple évasion. Cela devait être un véritable acte de prendre soin de soi. J'ai créé un document intitulé « Retraite de guérison à Carnac » et j'ai commencé à lister des activités qui nourriraient mon esprit plutôt que de simplement me distraire de la douleur. Randonnée sur les sentiers côtiers pour me vider l'esprit. Tenir un journal sur la plage au lever du soleil. Lire des livres que j'avais mis de côté pour un jour. Peut-être essayer la peinture à l'aquarelle en regardant l'océan. J'ai fait des recherches sur les sentiers de randonnée locaux, les restaurants avec vue sur l'océan et les endroits connus pour leur magnifique coucher de soleil. Plus je planifiais, plus je me sentais légère. Pour la première fois, je créais une expérience centrée entièrement sur mes propres besoins et préférences, sans me soucier du jugement ou des attentes de quiconque. Il n'y aurait pas besoin de bavardage, aucune pression pour paraître plus extraverti que je ne l'étais, aucune auto-évaluation par rapport à des normes sociales impossibles. J'ai partagé mes projets avec une seule personne, ma meilleure amie, Léa Dubois, qui avait été ma colocataire à l'université et est restée ma confidente la plus proche, même si elle vivait maintenant à Rennes. Contrairement à ma famille, Léa avait toujours vu mon introversion comme une caractéristique plutôt qu'un défaut. Elle a fait. L'indignation de Léa a vibré à travers le téléphone quand je lui ai parlé de l'email de Sophie. C'est absolument inacceptable. Et tes parents sont d'accord avec ça? Pas vraiment d'accord, non, ai-je dit, mais ils vont quand même au mariage. Elle pense que je devrais comprendre, c'est son jour spécial. Son jour spécial devrait inclure sa sœur, a dit Léa fermement. À moins que cette sœur ne soit une criminelle condamnée ou n'ait menacé de s'y opposer pendant la cérémonie. Tu comptes Y opposer pendant la cérémonie, Claude? Cela m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Pas pour l'instant. Alors il n'y a aucune excuse. 0. Léa a marqué une pause. Tu veux que je monte et que je te rejoigne à la plage? On pourrait faire notre propre fête anti-mariage. L'offre m'a réchauffé, mais j'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'apprécie ça plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je pense que j'ai besoin de ce temps seul pour tout assimiler et comprendre quel genre de relation je veux avoir avec ma famille à l'avenir, le cas échéant. Je respecte ça, a dit Léa. Mais l'offre tient si tu changes d'avis, et j'attends des textos quotidiens pour savoir que tu n'as pas été kidnappé par des ermites de la plage. Le week-end suivant, je suis allé faire du shopping. Quelque chose que je n'ai rarement apprécié, mais que j'ai abordé maintenant avec un objectif précis.
J'ai acheté des chaussures de randonnée confortables, un nouveau journal avec une couverture en cuir bleu qui me rappelait l'océan, une veste imperméable pour les promenades sur la plage par le temps imprévisible de la côte, et quelques tenues décontractées qui me faisaient me sentir à la fois à l'aise et confiante. Dans la cabine d'essayage du dernier magasin, j'ai attrapé mon reflet dans le miroir. Pas seulement les vêtements que j'essayais, mais mon visage, ma posture, le regard dans mes yeux. Je me suis tenue plus droite, rencontrant mon propre regard directement. « Tu es suffisante », ai-je murmuré à mon reflet. « Exactement comme tu es. » La semaine avant mon départ, j'ai réglé les dernières choses au travail, terminant les projets avant la date limite et configurant une réponse automatique par email, expliquant que je serais injoignable pendant 4 jours. J'ai eu la chance que ma position permette une telle flexibilité. Un autre avantage de la carrière que ma famille avait toujours considéré comme quelque peu inférieur au poste de haut niveau de Sophie. J'ai envisagé de parler de mes projets à mes parents, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Ils avaient fait leur choix de privilégier les souhaits de Sophie plutôt que mes sentiments. Ils n'avaient pas besoin de savoir comment je choisissais de prendre soin de moi en retour. S'ils appelaient pendant le week-end du mariage, se demandant où j'étais, je ne répondrais tout simplement pas. Quant à Sophie, je n'avais plus eu de contact avec elle depuis la réception de son email. Elle avait envoyé un message de suivi demandant si j'avais reçu le premier, auquel je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Elle s'était rendue abondamment claire, et aucune réponse de ma part ne changerait d'avis ni ne guérirait la blessure qu'elle m'avait infligée. La nuit précédant mon départ, j'ai fait mes valises méthodiquement, prenant soin de chaque article, comme si je me préparais pour un voyage beaucoup plus important qu'un trajet de 4 heures le long de la côte. À bien des égards, c'était important, ce seraient mes premières vacances en solo, mon premier choix délibéré de m'éloigner du drame familial plutôt que d'être éloigné par la décision de quelqu'un d'autre. Alors que je fermais ma valise, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, une blessure persistante du rejet de Sophie, de l'anxiété à l'idée de passer 4 jours seul avec mes pensées, mais surtout un sentiment croissant d'excitation à l'idée de l'espace que je me créais. Quoi qu'il arrive au mariage de Sophie, cela se passerait sans moi. Pour une fois, cette connaissance ressemblait à de la liberté plutôt qu'à de l'exclusion. Le matin de mon départ s'est levé gris et brumeux, un temps typique de la côte bretonne qui aurait normalement d'un coup le moral, mais aujourd'hui, il semblait approprié pour le voyage à venir. J'ai chargé ma voiture tôt, voulant éviter le pire du trafic matinal et arriver à Carnac en début d'après-midi. Alors que je faisais un dernier contrôle de mon appartement, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. J'ai su immédiatement de quoi parlerait l'appel. C'était le jour du dîner de répétition. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté alors que son message confirmait mes soupçons. Chloé, ma chérie, je voulais juste vérifier si tu avais reconsidéré de venir au moins à une partie du week-end de mariage. La cérémonie sera magnifique, et je déteste penser que tu seras toute seule pendant que nous serons tous ensemble. Rappelle-moi, d'accord? J'ai supprimé le message sans répondre. Il m'a semblé que la préoccupation de ma mère n'était pas que j'ai été blessé par l'exclusion de Sophie, mais que je puisse être seul pendant qu'il célébrait sans moi. Elle ne comprenait toujours pas, ou choisissait de ne pas comprendre, l'injustice fondamentale de la situation. Avec un dernier regard autour de mon appartement, j'ai jeté mon sac sur mon épaule, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis dirigé vers ma voiture. La route vers le sud sur la 11 était étonnamment libératrice. À chaque borne kilométrique, je sentais le nœud dans ma poitrine se desserrer légèrement. Au moment où j'ai traversé le Mont Saint-Michel, je chantais la radio, chose que je faisais rarement, même seul. Je me suis arrêté pour déjeuner à Saint-Malo, trouvant un petit café avec vue sur la mer. En mangeant mon sandwich, j'ai réalisé que je n'avais pas consulté les réseaux sociaux depuis mon départ de Lyon. Normalement, j'aurais fait défiler sans réfléchir Instagram ou Facebook en mangeant seul. Mais aujourd'hui, cette pensée ne m'est même pas venue à l'esprit avant que j'ai presque fini mon repas. J'ai décidé de maintenir la distance numérique, au moins pendant la durée de ma retraite. Le dernier tronçon d'autoroute serpentait le long de la côte, offrant des aperçus alléchants de l'Atlantique entre les arbres, quand j'ai finalement tourné dans la rue tranquille où se trouvait mon cottage de location. Il était juste après 14 heures. Le responsable de la propriété m'avait dit que la clé serait dans une boîte à clés, me permettant d'arriver à ma convenance. Le cottage ressemblait exactement aux photos, peut-être même plus charmant en personne. Peint en bleu délavé avec des bordures blanches. Il était légèrement surélevé sur une petite dune, une passerelle en bois menant de l'allée à la porte d'entrée.
J'ai récupéré la clé et j'ai pénétré à l'intérieur, immédiatement attiré par le mur de fenêtre donnant sur l'océan. L'intérieur était simple mais conçu avec soin. Des meubles confortables dans des tons de blanc et de bleu, des accents de bois vieilli et de petites touches qui témoignaient de l'attention portée. Des fleurs fraîches sur la table à manger, une pile de livres sur la côte bretonne, un télescope positionné près de la plus grande fenêtre. J'ai parcouru l'espace lentement, passant mes mains sur les surfaces et ouvrant les placards, me familiarisant avec ce qui serait mon sanctuaire pour les 4 prochains jours. Après avoir déballé et m'être installé, j'ai changé pour des chaussures de marche et une veste légère. La plage appelait, et la lumière de l'après-midi était trop belle pour être gaspillée à l'intérieur. J'ai suivi le chemin privé depuis la terrasse arrière du cottage jusqu'au sable, émergeant sur un tronçon de plage relativement isolé. Les menhirs de Carnac, site célèbre de la région, étaient visibles au loin, mais de ce point de vue, j'avais le voisinage immédiat presque pour moi toute seule. Le vent venant de l'océan était plus fort que je ne m'y attendais, me fouettant les cheveux autour du visage et transportant l'odeur du sel et des algues. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément, laissant l'expérience sensorielle m'ancrer dans le moment présent. Le son des vagues se brisant sur le rivage a étouffé la voix dans ma tête qui répétait les mots de Sophie depuis des semaines. J'ai marché pendant plus d'1 heure, parfois au bord de l'eau, où le sable était ferme et mouillé, parfois plus haut, où il cédait sous mes pas à chaque pas. J'ai ramassé quelques coquillages intéressants et un morceau de bois flottait vaguement en forme d'oiseau en vol. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, j'ai trouvé un endroit confortable pour m'asseoir et regarder la fin de la journée. Le coucher de soleil ce soir-là était spectaculaire, des couches d'orange et de rose se reflétant dans le sable mouillé et les martidales, baignant tout le paysage dans une lumière chaude qui démentait la température fraîche. Je suis resté jusqu'à ce que la dernière parcelle de soleil disparaisse, puis je suis retourné au cottage à la tombée du crépuscule sur la plage. Cette nuit-là, j'ai préparé un dîner simple avec les provisions que j'avais apportées, mangeant à la petite table près de la fenêtre où je pouvais regarder le clair de lune sur l'eau. Ensuite, j'ai allumé la cheminée et je me suis blotti sur le canapé avec un des livres que j'avais emporté, un roman que j'avais l'intention de lire depuis des mois, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. La combinaison de la longue route, de l'air marin et du poids émotionnel que j'avais porté me laissait épuisé, de la meilleure façon possible. Quand je suis finalement monté au lit, le son des vagues juste à l'extérieur de la fenêtre a créé un rythme apaisant qui m'a bercé dans le sommeil le plus profond que j'ai connu depuis des semaines. Je me suis réveillé le lendemain matin, samedi, le jour du mariage de Sophie, à la lumière du soleil, filtrant à travers les fenêtres de la chambre. Pendant un moment de bonheur, je me souvenais seulement que j'étais en vacances sur une belle plage. Puis la réalité s'est installée. Aujourd'hui, ma sœur allait se marier sans que je sois là pour en être témoin. Plutôt que de laisser cette pensée me consumer, j'ai canalisé mon énergie dans la routine de soins personnels que j'avais planifiée. Je me suis changé en vêtements confortables et j'ai passé 30 minutes à faire du yoga sur le pont, en me concentrant sur ma respiration et la sensation de mon corps bougeant à travers les pauses. Ensuite, j'ai préparé une cafetière et un petit déjeuner de fruits et de yaourts, que j'ai pris dehors pour manger tout en regardant les premiers promeneurs du matin sur la plage au loin. Le petit déjeuner terminé, j'ai consulté mon plan de retraite et j'ai décidé qu'aujourd'hui serait parfait pour la randonnée que j'avais recherchée, un sentier qui serpentait à travers la forêt côtière avant d'émerger à un point de vue surplombant l'océan. J'ai emballé de l'eau, des collations, mon journal et une petite trousse de premiers secours dans un sac à dos et je suis parti, déterminé à remplir la journée d'expériences qui me nourrirait plutôt que de m'épuiser. Le sentier était modérément difficile avec un dénivelé suffisant pour m'échauffer malgré l'air frais de la côte. En montant plus haut, les bruits de la plage se sont estompés, remplacés par le bruissement du vent dans les arbres et des appels d'oiseaux occasionnels. La forêt avait sa propre forme de paix, différente mais tout aussi puissante que celle de l'océan. Quand j'ai atteint le point de vue vers midi, j'ai trouvé un rocher plat pour m'asseoir et j'ai déballé mon déjeuner. Le panorama devant moi était à couper le souffle, des kilomètres de côte s'étendant au nord et au sud. Les menhirs de Carnac, maintenant une petite caractéristique dans le vaste paysage. J'ai sorti mon journal et j'ai commencé à écrire, pas sur Sophie ou le mariage, mais sur la beauté qui m'entourait, les sensations physiques de la randonnée, la façon dont mon esprit était plus clair avec chaque heure passée loin de la ville et de mes routines habituelles de fête. Après avoir mangé et me reposé, j'ai continué sur la boucle du sentier qui me ramènerait finalement en ville. J'ai délibérément gardé mon téléphone en mode avion, voulant maintenir l'espace mental que je créais. Quoi qu'il se passe au Palais des Congrès de Lyon, cela se passait sans moi, et pour l'instant, c'était exactement comme cela devait être.
Je suis retourné au cottage en fin d'après-midi, agréablement fatigué de la randonnée et affamé d'un repas convenable. Après une douche rapide pour me laver la poussière du sentier, j'ai décidé de me faire plaisir avec un dîner dans l'un des restaurants locaux que j'avais recherché. Le petit restaurant de fruits de mer donnant sur la plage avait été fortement recommandé en ligne, et je pensais que je méritais quelque chose de spécial après l'effort de la journée. Au restaurant, j'ai demandé une table près de la fenêtre et j'ai commandé le poisson frais du jour avec un verre de vin blanc local. Pendant que j'attendais mon plat, j'ai observé les autres convives, des couples se penchant l'un vers l'autre en conversation, des familles avec des enfants coloriant sur des sets de table en papier, un groupe d'amis riant en partageant des amuse-gueules. Pour peut-être la première fois de ma vie, être seul dans ce cadre social ne m'a pas semblé inconfortable. Je n'étais pas la célibataire maladroite à être remarquée. J'étais une femme choisissant la solitude, trouvant satisfaction en ma propre compagnie. Mon repas est arrivé, parfaitement préparé et magnifiquement présenté. J'ai pris mon temps pour manger, savourant chaque bouchée, et la vue du coucher de soleil commençant à colorer le ciel. Quand le serveur m'a demandé si je voulais un dessert, je me suis surprise en disant oui. Le crumble au bail est arrivé chaud avec une boule de glace à la vanille fondant lentement dans le fruit, et je l'ai mangé sans aucune pensée pour les calories ou la retenue. Au moment où j'ai payé mon addition et que je suis sorti, la nuit était complètement tombée. La rue principale de Karnak était calme mais pas déserte. De petits groupes de touristes et de locaux flânaient entre les boutiques et les restaurants. J'ai marché lentement jusqu'au cottage, profitant de l'air frais de la nuit et du son lointain des vagues. Quand je suis arrivé au cottage, j'ai remarqué la lumière clignotante sur mon téléphone indiquant des notifications. J'avais presque oublié que je l'avais laissé. Pendant un moment, j'ai songé à l'ignorer jusqu'au matin, continuant ma désintoxication numérique pendant la nuit. Mais une petite inquiétude me rongeait. Et si Léa avait essayé de me joindre? J'avais promis de lui donner des nouvelles tous les jours. J'ai pris le téléphone et j'ai désactivé le mode avion. Immédiatement, il a commencé à vibrer continuellement alors que messages, appels manqués et messages vocaux affluaient. Le volume pur était alarmant. 15 appels manqués, 23 messages textes et 7 messages vocaux. Ma première pensée a été que quelque chose était arrivé à mes parents. Le cœur battant, j'ai d'abord vérifié le message le plus récent. Un texto de Léa envoyé il y a seulement 30 minutes. Appelle-moi dès que tu reçois ça. Drame sérieux de mariage. Avant que je ne puisse composer son numéro, le téléphone a sonné dans ma main. C'était Léa, encore. Dieu merci, a-t-elle dit quand j'ai répondu. J'essaie de te joindre tout l'après-midi. Je faisais de la randonnée avec mon téléphone en mode avion, ai-je expliqué, m'affalant sur le canapé. Que se passe-t-il? Tout le monde va bien? Physiquement, oui, a dit Léa. Émotionnellement, ta sœur a une crise complète parce que Julien l'a laissée à l'hôtel. Les mots ne se comprenaient pas immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire, la laisser à l'hôtel? Je veux dire, littéralement, dramatiquement. Il ne s'est pas présenté à la cérémonie. Eh bien, il s'est présenté au lieu, mais a refusé de continuer après qu'ils aient eu une dispute massive juste avant le début prévu de la cérémonie. Je suis restée là, silencieuse, essayant de traiter cette information. Comment sais-tu tout ça? Ma cousine Manon travaille à l'hôtel, a expliqué Léa. Elle m'a texté à ce sujet, sachant que tu es ma meilleure amie. Puis j'ai commencé à voir des posts sur Instagram des invités. C'est toute une scène, Clos. De quoi se battait-il, ai-je demandé, toujours en train de lutter pour croire ce que j'entendais. En fait, a dit Léa, sa voix s'adoucissant, au moins en partie. D'après ce que Manon a entendu, il est sorti lors du dîner de répétition qu'Amélie t'avait spécifiquement non invité. La sœur de Julien, Émilie, a apparemment demandé où tu étais, et Sophie a donné une excuse vague. Mais ce matin, Émilie a demandé directement à Julien à propos de ton absence, et il n'avait aucune idée que tu avais été exclu. Ma main libre agrippait le bord du coussin du canapé. Il ne savait pas? Apparemment pas. D'après Manon, il était furieux quand il l'a découvert. Ils ont eu cette énorme dispute où il a accusé Sophie de lui mentir et a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui traiterait sa propre sœur de cette façon. Elle a essayé de justifier cela en disant « tu serais mal à l'aise » et c'était en fait prévenant de ne pas te faire subir un grand événement social, mais il ne l'a pas cru. J'ai fermé les yeux, essayant d'imaginer la scène que Léa décrivait. Cela semblait impossible, comme quelque chose d'un film plutôt que de la vraie vie.
Il y a plus, a poursuivi Léa. Tes parents m'appellent sans arrêt pour te trouver. Ils pensent que tu pourrais peut-être résoudre ça. Comme si à la demande, mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Ma mère encore. Elle m'appelle en ce moment, ai-je dit à Léa. Tu vas répondre? J'ai hésité, pesant mes options. Pas encore. J'ai besoin de réfléchir à ça d'abord. Après avoir promis à Léa que je la rappellerais, j'ai parcouru la file d'attente des messages et des messages vocaux. Il racontait l'histoire d'une journée se déroulant heure par heure. Les premiers messages vers 15 heures étaient décontractés. Ma mère envoyant une photo de l'espace de cérémonie décoré avec « J'aimerais que tu sois là ». Malgré sachant exactement pourquoi je n'y étais pas, le ton a radicalement changé dans les messages datés vers 16h30, quand la cérémonie était censée commencer. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu recevras ceci, Chloé. Il y a eu une situation avec le mariage. Appelle immédiatement. Ta sœur a besoin de toi. Où es-tu? Les messages vocaux étaient de plus en plus frénétiques. La voix de ma mère passant d'une préoccupation contrôlée à une panique totale. Chloé, le mariage est annulé. Julien et Sophie ont eu une terrible dispute à propos du fait que tu n'aies pas été invitée. Elle est dévastée. Rappelle-moi. Le dernier message vocal, laissé il y a seulement 1 heure, était de mon père. Une rareté qui soulignait la gravité de la situation. Chloé, a-t-il dit, sa voix grave. Je sais que tu es blessée par ce qui s'est passé et tu as tout à fait le droit de l'être, mais ta sœur va très mal. Personne ne peut la calmer. Elle ne cesse de demander de tes nouvelles. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, elle a besoin de sa sœur en ce moment. S'il te plaît, appelle-nous quand tu recevras ceci. En écoutant les messages, mes émotions oscillaient rapidement entre le choc, la vindication, la préoccupation et une étrange tristesse creuse. Je n'avais pas souhaité ce dénouement, je ne voulais pas que le jour spécial de Sophie implose spectaculairement. Pourtant, je ne pouvais pas nier le sentiment de justice que je ressentais en sachant que son exclusion de moi avait été le catalyseur de cette crise. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Hésitamment, j'ai répondu. Est-ce bien Chloé Leroy, a demandé une voix masculine. Oui, ai-je répondu prudemment. Qui est-ce? C'est Julien Moreau. Le soi-disant. Je suppose que ce n'est plus le fiancé de Sophie. Je me suis redressé, complètement prise au dépourvu par cet appel. Julien, je viens d'entendre ce qui s'est passé. Je suis désolé. Ne t'excuse pas, a-t-il dit fermement. C'est moi qui devrais m'excuser auprès de toi. Je n'avais aucune idée que Sophie t'avait exclu de notre mariage. Quand Émilie m'a demandé pourquoi tu n'étais pas au dîner de répétition, je lui ai dit que tu devais avoir un engagement professionnel. Je n'aurais jamais imaginé que Sophie n'inviterait pas délibérément sa propre sœur. Elle pensait que je l'embarrasserais, ai-je dit, les mots sortant plus amers que je ne l'avais prévu. C'est ce qu'elle m'a dit quand je l'ai confrontée ce matin, a confirmé Julien. Elle a essayé de le présenter comme une protection contre une situation inconfortable, mais Émilie m'avait déjà montré les posts Instagram où tu étais exclu de tous les événements pré-mariage aussi. J'ai réalisé que c'était une tendance, pas une décision unique. J'étais silencieuse, incertaine de la façon de répondre à cet étranger qui était devenu involontairement mon avocat. Le truc, c'est que, a continué Julien, ma sœur Alice a de l'anxiété sociale. Une sévère anxiété sociale qu'elle gère avec une thérapie et parfois des médicaments. La façon dont Sophie parlait de toi, comme si ton introversion était une faille de caractère qui l'embarrasserait, ça m'a fait voir un côté d'elle que je n'avais pas remarqué auparavant. Je suis désolé que ton jour de mariage se soit terminé ainsi, ai-je dit, le pensant malgré tout. Je ne le suis pas, a-t-il répondu simplement. Mieux vaut apprendre ça maintenant que après le mariage. En tout cas, je voulais juste que tu saches que ce n'était absolument pas de ta faute, et je voulais m'excuser d'avoir participé à quelque chose qui t'a blessé, même sans le savoir. Après l'appel de Julien, je suis restée assise dans le cottage sombre pendant un long moment, regardant le clair de lune sur l'eau, et essayant de trier mes sentiments contradictoires. Une partie de moi voulait immédiatement rappeler mes parents pour me précipiter aux côtés de Sophie et lui apporter le réconfort qu'ils prétendaient qu'elle avait besoin. Mais une partie plus forte et plus claire reconnaissait que faire cela ne ferait que renforcer la dynamique malsaine qui avait défini notre relation pendant des années. Mon téléphone a continué à vibrer de messages tout au long de la soirée.
Plus d'appels à l'aide de mes parents, des textos inquiets de Léa me donnant des nouvelles de la situation, et enfin un message de Sophie elle-même. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de toi en ce moment. Chloé, s'il te plaît, appelle-moi. Au lieu de répondre immédiatement à aucun de ces messages, j'ai pris une décision qui semblait radicale dans sa simplicité. J'allais prolonger mon séjour au cottage de 3 jours. Quelle que soit la résolution à trouver avec ma famille, elle serait mieux abordée avec la clarté et la force que j'acquérais ici, plutôt que de me précipiter dans la tornade émotionnelle à Lyon. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai modifié ma réservation, puis j'ai envoyé un bref email à mon patron expliquant que j'avais besoin de quelques jours de congé supplémentaires. Ce n'est qu'alors que j'ai texté Léa pour lui faire part de ma décision et lui demander de dire à mes parents que j'étais en sécurité mais que je prendrais contact à mon retour à Lyon. Cette nuit-là, je me suis endormi au son de la pluie qui commençait à tambouriner contre le toit et les fenêtres du cottage. Dehors, une tempête arrivait de l'Atlantique, faisant écho au tumulte dont j'avais temporairement pris mes distances, un rappel que parfois la réponse la plus sage au chaos est de chercher un abri et d'attendre des cieux plus clairs. Le matin après le mariage qui n'a jamais eu lieu a apporté une forte pluie et un vent qui ont plié l'herbe de plage et envoyé des vagues s'écraser contre le rivage avec une force renouvelée. Je me suis réveillé au son de cela, me sentant étrangement paisible malgré le tumulte que je savais m'attendre à mon retour à Lyon. Après avoir fait du café, je me suis enveloppé dans une couverture et je me suis assise près des fenêtres à regarder la tempête tout en contemplant mes prochaines étapes. Vers le milieu de la matinée, j'ai décidé de répondre à un seul des nombreux appels et messages, attendant ma réponse. Ma mère, dernier message vocal laissé à 7 heures du matin. Je sais que tu es là, Chloé, a-t-elle dit en répondant, sa voix tendue par un mélange de soulagement et de frustration. Pourquoi n'as-tu pas répondu à nos appels? Nous étions très inquiets. Je suis parti en vacances en solo, ai-je répondu calmement. J'avais besoin d'un peu d'espace après qu'on m'ait dit que je n'étais pas la bienvenue au mariage de ma propre sœur. Eh bien, il n'y a pas eu de mariage, a-t-elle dit, comme si cela changeait tout. Et maintenant, Sophie a besoin de toi. Pourquoi a-t-elle besoin de moi maintenant? Maman, pourquoi ma présence est-elle soudainement importante alors qu'elle était si dispensable avant? Ma mère a soupiré lourdement. Chloé, je sais que tu es blessée. Nous avons tous fait des erreurs ici. Mais Sophie est dévastée. Elle n'arrête pas de pleurer depuis hier. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a tout ruiné. Et maintenant, elle a perdu Julien et toi. Elle ne m'a pas perdu, ai-je dit. Elle m'a délibérément exclu. Y a-t-il une différence? Peux-tu mettre ça de côté pour l'instant? Ta sœur souffre. J'ai fermé les yeux, rassemblant mes pensées. Je ne rentre pas aujourd'hui, ai-je dit finalement. J'ai prolongé mon séjour ici jusqu'à mercredi. Quand je rentrerai, je parlerai à Sophie, mais j'ai besoin de ce temps d'abord. Mais elle a besoin de toi maintenant, a insisté ma mère. Et j'avais besoin de son soutien toute ma vie, ai-je répondu, surprise par ma propre fermeté. J'avais besoin d'une famille qui ne traitait pas ma personnalité comme un défaut. J'avais besoin d'une sœur qui était fière de m'avoir à son mariage. Nous n'obtenons pas toujours ce dont nous avons besoin exactement quand nous le voulons. Après un silence stupéfait, ma mère a demandé, où es-tu d'ailleurs? Je suis en sécurité. Je vais bien, et je serai de retour mercredi, ai-je dit, ne voulant pas partager les détails de ma localisation. S'il te plaît, dis à Sophie que je lui parlerai alors. Ma mère a essayé plusieurs autres tactiques pour me persuader, la culpabilité, l'inquiétude, même un soupçon de colère, mais je suis resté ferme. À la fin de l'appel, elle avait accepté à contre-cœur que je ne me précipiterais pas pour réconforter Sophie sur commande. Ensuite, j'ai appelé Léa, qui m'a donné plus de détails sur les suites du non-mariage. L'hôtel était un chaos, a-t-elle dit. Les invités se tenaient là, confus, Sophie enfermée dans la suite nuptiale, refusant de sortir. Tes parents essayaient de tout gérer tout en ayant l'air complètement choqués. Julien est apparemment parti immédiatement après la confrontation, mais sa famille est restée assez longtemps pour s'assurer que tout le monde sache exactement pourquoi le mariage était annulé. Ça a l'air horrible, ai-je admis. Ça l'était, a concordé Léa, mais c'est aussi justifié. Je veux dire, qui exclut sa sœur de son mariage et s'attend à ce que tout se passe bien. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Le soutien indéfectible de Léa m'a aidé à consolider ma détermination à maintenir des limites à mon retour à Lyon. Avant de raccrocher,
elle a proposé à nouveau de descendre et de me rejoindre à la maison de plage. Merci, mais je pense que j'ai toujours besoin de ce temps seul, lui ai-je dit. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, cet endroit est exactement ce dont j'avais besoin. L'appel le plus étrange est arrivé cet après-midi-là. Julien, encore, pour s'assurer que j'allais bien après tout ce qui s'était passé. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, l'ai-je assuré. Nous sommes pratiquement des inconnus. Je sais, a-t-il dit. Mais je me sens lié à cette situation. Et honnêtement, te parler hier m'a aidé à avoir confiance en ma décision. Nous avons eu une conversation étonnamment confortable sur les attentes familiales et le courage qu'il faut pour briser les schémas malsains. Avant de terminer l'appel, Julien a dit quelque chose qui est resté avec moi bien après que nous ayons raccroché. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire pour quelqu'un est de cesser de le protéger des conséquences de ses actions. Le reste de ce jour-là et le suivant se sont déroulés au rythme de la réflexion et des petits plaisirs. Malgré la pluie persistante, j'ai marché sur la plage chaque matin. Le mauvais temps correspondait à mon paysage intérieur, puissant, purificateur, parfois accablant, mais finalement rafraîchissant. J'ai écrit des pages et des pages dans mon journal, suivant l'évolution de mes pensées sur Sophie, mes parents, et surtout moi-même. Le soir de mon dernier jour au cottage, alors que je faisais ma valise pour le retour à Lyon le lendemain, j'ai reçu un autre texto de Sophie. Je sais que tu es parti quelque part. Maman a dit que tu revenais mercredi. Pouvons-nous parler? J'irai n'importe où, n'importe quand. Après considération, j'ai répondu simplement, Coffee Béant sur Island Avenue, jeudi, 10h. Sa réponse est arrivée instantanément. Je serai là. Merci, Claude. Cette nuit-là, en regardant mon dernier coucher de soleil à Carnac alors que les nuages se dissipaient enfin, j'ai rédigé un email à Sophie. Je ne l'ai pas envoyé. C'était une conversation qui devait avoir lieu en personne, mais le processus d'articulation de mes pensées m'a aidé à clarifier ce que j'avais besoin de dire quand nous nous rencontrerions enfin. J'ai écrit sur les années où je me sentais inférieur, où mon anxiété sociale était traitée comme une faille de caractère plutôt que comme un défi que je travaillais constamment à surmonter. J'ai détaillé des moments spécifiques où ces mots ou ces actions avaient renforcé mes insécurités plutôt que de m'aider à renforcer ma confiance. J'ai expliqué comment l'exclusion du mariage avait ressemblé à l'aboutissement d'une vie de rejet subtil. Mais j'ai aussi reconnu que notre relation existait dans un système familial qui avait permis ces dynamiques. Des parents qui avaient renforcé les rôles de l'enfant d'or et du bouc émissaire, qui avaient privilégié la performance sociale par rapport à la connexion authentique. Sophie avait joué son rôle attribué tout comme moi j'avais joué le mien. Plus important encore, j'ai écrit sur ce dont j'avais besoin à l'avenir. Le respect de mes limites, la reconnaissance de mes forces, l'acceptation de ma personnalité comme différente de la sienne, mais pas déficiente. Je n'accepterai plus d'être traité comme la sœur inférieure, le passif social, le membre de la famille à gérer ou à cacher. En fermant mon ordinateur portable cette nuit-là, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec le mariage annulé de Sophie ou l'allié inattendu de Julien. Cette retraite était devenue un tournant, non pas à cause de ce qui s'était passé à Lyon, mais à cause de la clarté que j'avais trouvée en moi-même dans ce petit cottage bleu au bord de la mer. Le lendemain matin, j'ai nettoyé le cottage, j'ai méticuleusement chargé ma voiture et j'ai fait une dernière promenade sur la plage. La tempête avait emporté de nouveaux trésors le long du rivage, des dollars de sable, des coquillages inhabituels, des morceaux de bois flottés polis par les vagues. J'ai ramassé quelques petits objets comme souvenirs, des rappels tangibles de cette période transformative. Alors que je quittais Carnac en voiture, je ne ressentais ni appréhension ni anxiété à l'idée des conversations qui m'attendaient à Lyon. Au lieu de cela, j'ai ressenti une préparation constante, une calme confiance que quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face en tant que moi-même authentique, ne m'excusant plus d'être qui j'étais ou ne l'étais pas. Le trajet de retour à Lyon a été entièrement différent du voyage à Carnac. Alors que j'étais parti en me sentant blessé et à vif, je suis revenu avec un sentiment de calme centré qui m'a surprise. La ligne d'horizon familière est apparue. Tard mercredi après-midi, la tour Pardieu s'élevant au-dessus de la ville, comme un point d'exclamation à la fin de mon voyage. Mon appartement me semblait plus petit que je ne me le rappelais, mais accueillant dans sa familiarité. J'ai déballé méthodiquement, plaçant mes trésors de plage sur le rebord de la fenêtre où la lumière du matin les attraperait. Après avoir commandé une livraison pour le dîner, une petite indulgence après des jours à cuisiner pour moi-même, j'ai appelé Léa pour lui faire savoir que j'étais rentré en toute sécurité.
Veux-tu que je vienne, a-t-elle proposé immédiatement. Je peux apporter du vin et tu pourras me raconter ton introspection au bord de la mer. En fait, pourrais-tu venir pour le petit déjeuner demain? Je rencontre Sophie à 10h et j'aimerais te voir d'abord. Léa est arrivée le lendemain matin avec des croissants et du café, son sourire large alors qu'elle me serrait dans une étreinte serrée. Regarde-toi, a-t-elle dit en reculant pour m'examiner. Quelque chose est différent. J'ai ri. Je suis la même personne qu'il y a une semaine. Non, a-t-elle insisté, me suivant dans la cuisine. Il y a vraiment quelque chose de différent. Tu sembles. Je ne sais pas. Plus solide, d'une certaine manière. Au petit déjeuner, j'ai partagé les moments forts de ma retraite, les promenades guérisseuses sur la plage, la clarté qui était venue pendant la tempête, les limites que je prévoyais d'établir avec ma famille. Léa a écouté attentivement, posant des questions réfléchies et m'encourageant. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit en débarrassant les plats du petit déjeuner. Quoi qu'il arrive avec Sophie aujourd'hui, tu as déjà gagné en te choisissant toi-même. Je suis arrivé au Coffee Bay en 10 minutes en avance et j'ai choisi une table dans un coin, partiellement dissimulée par un grand ficus qui nous donnerait un peu d'intimité. Précisément à 10h, Sophie a franchi la porte. La voir a été un choc. Ma sœur avait toujours été impeccablement présentée, son apparence étant une partie centrale de son identité. La femme qui s'est approchée de ma table ressemblait à une version diminuée de la Sophie que je connaissais, cheveux tirés en queue de cheval simple, visage sans maquillage, vêtue d'un jean et d'un pull uni plutôt que de ses tenues habituelles de créateur. Chloé, a-t-elle dit, sa voix se brisant sur mon nom. Merci de m'avoir rencontré. J'ai fait signe à la chaise en face de moi. Voudrais-tu un café? Elle a secoué la tête. Je ne peux pas en supporter beaucoup en ce moment. Un silence gênant est tombé entre nous. Dans toute ma préparation, je n'avais pas anticipé que Sophie pourrait avoir du mal à commencer. Elle avait toujours été la plus confiante. La sœur avec des mots prêts pour toute situation. Je suis désolé, a-t-elle finalement dit, les mots sortant rapidement. Je suis tellement désolé de t'avoir exclu du mariage. C'était cruel et injuste et je n'ai aucune excuse. J'ai pris une longue gorgée de café avant de répondre. Pourquoi l'as-tu fait, Sophie? Vraiment? Elle a baissé les yeux sur ses mains jointes sur la table. La réponse facile est que je m'inquiétais d'impressionner la famille de Julien, mais ce n'est pas toute la vérité. Elle a pris une profonde inspiration. La vérité, c'est que j'ai toujours été jalouse de toi. De toutes les choses que je m'attendais à ce qu'elle dise, celle-ci n'était nulle part sur la liste. Jalouse de moi. Sophie a hoché la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Tu as toujours su qui tu étais. Même quand nous étions enfants, tu avais cette certitude en toi. Tu aimais ce que tu aimais. Tu poursuivais ce qui t'intéressait. Tu as construit une vie qui te rend réellement heureuse. Mais tu as toujours été la plus réussie, ai-je protesté. La plus populaire, celle qui avait la vie parfaite. Une larme a glissé sur sa joue. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce que les autres voulaient que je sois. Sais-tu à quel point c'est épuisant? Toujours performer, toujours s'inquiéter des impressions et des connexions et du statut. Alors tu m'as exclu de ton mariage parce que tu es jalouse de mon authenticité. Le concept était si étrange que je pouvais à peine l'articuler. Je t'ai exclu parce que ta présence aurait souligné tout ce qui n'allait pas avec le mariage, avec ma relation avec Julien, avec toute ma vie, a admis Sophie. Julien l'a vu immédiatement quand il a découvert ce que j'avais fait. Il a dit que ça montrait exactement qui j'étais vraiment. Quelqu'un d'assez peu sûr de soi pour blesser sa propre sœur afin de maintenir une image parfaite. La crudité de sa confession m'a désarmé. Pour la première fois, je voyais derrière la façade parfaite que ma sœur avait maintenue toute sa vie. L'enfant d'or s'est révélé terni, aux prises avec ses propres profondes insécurités. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a continué Sophie. Mais je veux que tu saches que Julien a eu raison de partir. La personne que je suis devenue, la personne qui pouvait faire ça à sa sœur, n'est pas quelqu'un qui mérite une fin heureuse. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne, nous surprenant tous les deux. Il ne s'agit pas de mériter, Sophie. Il s'agit de grandir et de changer. Le fait que tu puisses voir ce qui n'allait pas dans tes actions est déjà un pas en avant. Notre conversation a duré près de 3 heures, approfondissant les souvenirs d'enfance et les incompréhensions adultes,
les larmes cédant la place à des rires occasionnels alors que nous commencions le travail difficile de reconstruire notre relation sur des bases plus honnêtes. J'ai fixé des limites claires sur la façon dont j'attendais d'être traité à l'avenir. Sophie a partagé ses projets de commencer une thérapie pour traiter le perfectionnisme qui avait conduit à tant de ses choix destructeurs. Avant de nous séparer, Sophie a demandé des nouvelles de mon séjour à la plage. Je lui ai parlé du cottage, des tempêtes, de la solitude qui était devenue un cadeau plutôt qu'une punition. Cela semble merveilleux, a-t-elle dit avec nostalgie. Peut-être un jour, quand les choses iront mieux entre nous, nous pourrions y aller ensemble. Peut-être, ai-je convenu, bien que je pensais en privé que Karnak serait toujours mon sanctuaire personnel, un endroit que j'avais réclamé pour moi à un moment où j'avais le plus besoin de me souvenir de ma propre valeur. La rencontre avec nos parents le week-end suivant a été plus difficile. Ils étaient d'abord défensifs, réticents à reconnaître comment leur éducation avait contribué à la dynamique dysfonctionnelle entre Sophie et moi. Mais alors que je maintenais calmement ma position, insistant pour être entendu sans accusation ni drame, ils ont progressivement commencé à écouter. Nous avons toujours pensé que nous soutenions vos différences, a dit mon père. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes moins importante que ta sœur. L'intention et l'impact sont des choses différentes, ai-je expliqué. J'avais besoin que vous valorisiez mon silence, pas que vous me poussiez constamment à être plus extraverti. À la fin de cette conversation difficile, nous étions arrivés à une compréhension, pas une résolution parfaite, mais un point de départ pour une dynamique familiale plus saine à l'avenir. 3 mois après le mariage, qui n'a jamais eu lieu, ma vie avait trouvé un nouvel équilibre. J'avais rejoint un club de photographie qui se réunissait 2 fois par mois, élargissant progressivement mon cercle social tout en honorant mon besoin d'interaction significative plutôt que de réseautage superficiel. Ma relation avec Sophie a continué d'évoluer. Parfois maladroite, parfois étonnamment authentique, toujours plus honnête qu'elle ne l'avait jamais été. Julien était passé rapidement à autre chose, m'envoyant une fois un email pour dire qu'il avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, mais qu'il appréciait la conversation que nous avions partagée pendant ce week-end étrange. Je lui ai souhaité du succès, reconnaissante de son rôle inattendu dans la catalyse de changement qui était depuis longtemps nécessaire dans ma famille. Les coquillages et le bois flotté de Karnak sont restés sur mon rebord de fenêtre, des rappels quotidiens du week-end qui avaient commencé par le rejet, mais s'étaient terminés par quelque chose de bien plus précieux. La reconnaissance qu'être fidèle à moi-même n'était pas un fardeau social, mais ma plus grande force. Parfois, la croissance la plus profonde vient des exclusions les plus douloureuses. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de partir jusqu'à ce qu'il soit prêt à vous voir tel que vous êtes vraiment. Et parfois, la paix que vous trouvez seul au bord de l'océan devient le fondement d'une vie plus authentique parmi les autres. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui n'ont pas apprécié votre vrai moi? Comment avez-vous trouvé le courage de vous défendre? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a parlé, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus de récits de découverte de soi et de guérison. Rappelez-vous que votre valeur n'est jamais déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Merci d'avoir écouté mon histoire et puisse toujours trouver la force de vous choisir lorsque les autres ne le feront pas.